Something was causing all these whales to want to abandon the deep water and get the hell out of there. One of the things about noise in the ocean is that humans are not aware of it at all. Listening on the headphones gives you a headache. Within 10 minutes, you have to take the headphones off, and the whales can't turn the volume down. They were trying to get away. You didn't have to have a hydrophone to hear the sonar. I can't imagine what it must have been like underwater. These companies damage the ocean without cost. And the sound of all of those ships literally filled our ocean with noise. There's a direct, significant correlation between the amount of ship noise and the physiology and the stress levels in these animals. It seems like we are not able to do anything about it. The one good thing about ocean noise is that when you stop making noise, it goes away. We're putting the ocean at risk. And if you put the ocean at risk, you're putting all of us at risk. Peut-être juste pour comprendre ces impacts, donc il y a des mécanismes de sécrétion d'hormones quand des larves reçoivent certaines pressions de leur milieu, donc des ondes acoustiques, et ces sécrétions d'hormones permettent la génération d'une protéine pour se fixer sur les récifs. Donc on comprend l'association entre les bruits de récifs et le réflexe qu'ont ces larves de se fixer à ces récifs. Et en fait, les bruits qu'on émet peuvent être pris par ces larves comme des bruits de récif, et elles sécrètent ces protéines trop tôt, en pleine mer. Finalement, elles vont jamais pouvoir se fixer. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle on a beaucoup de fixations sur des milieux portuaires qui sont pollués de bruit, où ces larves se fixent plus facilement du fait de ces bruits. Et à contrario, dans des milieux sans récif, mais avec du bruit, elles vont perdre leur qualité de fixation. Donc c'est voilà des mécanismes réflexes associés au bruit qu'on est en train de complètement dériver, biaiser, et donc ça joue sur la reproduction de la microfaune. D'accord, merci pour vos réponses. On va passer à la deuxième question. Est-ce qu'il y a des mesures mises en place au niveau français ou européen pour diminuer le son des radars des bateaux militaires, par exemple? Oui, allez-y. Anne France, peut-être, non? Bah oui, normalement, Anne France, oui. Nous avions hier dans notre collectif un représentant de la marine, donc moi je ne suis pas au fait des mesures qui sont prises par le ministère de la marine, mais apparemment ils ont si j'ai bien compris, des guidelines, quoi, des guides, des protocoles en fait, qu'ils devraient nous présenter prochainement. Donc je peux pas vous en dire plus. Je sais simplement que c'est un sujet que manifestement, on l'a vu dans le film là, c'est la marine américaine qui a commencé par identifier cela, que les marines, je pense, dans le monde prennent en compte, en tout cas la nôtre. Mais comment exactement, je sais pas vous répondre. Voilà. Oui, je disais juste, il y a un livre blanc qui a été initié il y a quelques années par la marine pour y consigner
la nature des émissions acoustiques, en lieu, en date, en intensité, en nature des signaux. Et normalement, ce cahier, ce livre permettrait de corréler les effets sur le milieu avec la nature des signaux émis. Mais j'ai pas eu de nouvelles d'édition de ce livre depuis 2-3 ans, donc je sais pas. Olivier, tu as des nouvelles? Oui, on a fait un groupe de travail dans les années début 2000 à l'état-major de la marine et piloté par le département sonar en l'occurrence, mais en fait ils s'intéressaient un peu à tous leurs outils bruyants qu'ils utilisaient. Il faut dire que d'autres industries comme les pétroliers, comme ceux qui utilisent des airguns ou des sonars impactants ont des marine mammal observers, c'est-à-dire des gens qui viennent à bord et qui regardent quels sont les impacts différents. Et par exemple, quand l'Ifremer veut faire une prospection sismique quelque part, ils vont rédiger un dossier qu'ils vont soumettre à la préfecture via le ministère de l'écologie. Et il y a des experts qui viennent indiquer quels sont les risques qu'il y a par rapport à l'environnement. Donc, c'est tout un processus qui s'est mis en place, on va dire, ces 10 dernières années. Et donc, ça va dans le bon sens. Je voudrais juste rajouter, si j'ai le temps, puisqu'on parle de ça, c'est quel est le but en fait de Sonic Seek? Comment ils ont créé ce film Sonic Seek? C'est un film juste génial. C'est parce que Michael Jasny du NRDC, en fait, ils ont attaqué la marine américaine au tribunal. Ils les ont emmenés au tribunal, non pas parce qu'ils n'aiment pas les militaires, mais uniquement parce qu'il y a une loi concernant la protection de l'environnement et que cette loi, en fait, elle s'adresse à tout le monde, y compris les militaires. Et quand ils ont été étonnés, quand ils ont posé la question aux personnes qui avaient fait les essais militaires, qu'ils n'avaient même pas respecté en fait le type de base, ne serait-ce que de faire un briefing avant d'utiliser ce genre de matériel pour savoir s'il y avait des cétacés autour, ils ont dit bon, puisque vous ne respectez pas ça, on vous emmène au tribunal. Et ils ont gagné. Et plutôt que simplement de s'adresser aux militaires, donc ça fait beaucoup d'effets dans notre communauté. Parce que quand on a su ça, on s'est dit waouh, ça bouge quand même de façon significative. Mais au lieu de faire que ça, ils se sont dit, OK, il faut qu'on en parle au niveau du grand public. Et ils ont fait ce film. Et ce film, il est génial parce qu'il y a des stars scientifiques dedans. Il y a des gens que vous avez vus, c'est les Michael Jackson de l'environnement marin, des Malcolm Clark, qui est un des patrons américains, qui a la plus grande bibliothèque acoustique sous-marine dans le monde. Soph Hall, qui a fait des publications qui indiquent la sensibilité auditive des cétacés qu'on utilise pratiquement tous les jours. Cathy Moore, après des people comme Sting par exemple, il y a des symboles comme Jean-Michel Cousteau. Jean-Michel Cousteau, il est allé, quand il y a eu je ne sais pas si vous avez entendu, mais les whale tails en Russie, il est allé en Russie pour libérer ces cétacés. Sylvia Earle, on n'en parle plus, etc. Bref, je pense que ce film, il est basé sur des faits scientifiques, il est justifié par des actions scientifiques, et en même temps, il donne des très beaux messages, et c'est pour ça qu'il est génial. Merci Olivier pour vos réponses aux prochaines questions. Est-ce que vous pourriez essayer de parler un petit peu plus près du micro? On ne vous entend pas toujours très bien. Donc je passe à la question suivante. Quel est l'état des connaissances sur l'impact acoustique des EMR? Donc l'impact acoustique des énergies marines renouvelables, des éoliennes. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite répondre? Je peux le tenter. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on recense toutes les activités humaines qui font du bruit, d'accord? Et c'est-à-dire, à partir du moment où il y a une activité humaine qui font du bruit, donc le trafic maritime, par exemple, la prospection pétrolière, les nouvelles, donc les énergies renouvelables, parce qu'elles s'installent en ce moment proche du littoral, et donc il n'y a pas que le bruit, ils font aussi beaucoup d'études pour les oiseaux, c'est-à-dire éviter que les pales tuent les oiseaux, etc. Et tout ça, ça va pour une meilleure conservation du milieu. En fait, on n'essaye pas d'arrêter toutes nos activités, parce qu'on ne va jamais arrêter nos activités économiques. On va continuer à se développer. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des moyens qui minimisent leur impact. Et c'est ça qu'on fait. Alors, ce qu'on peut peut-être rajouter aussi, c'est que nous avons appris hier, justement, dans notre collectif, que l'OFB lançait une étude avec un bureau d'études ou des scientifiques dont j'ai oublié le nom, pour étudier les effets cumulés du bruit des éoliennes, de leur construction
en passant par leur exploitation, puisque après la construction, il y a aussi le raccordement avec la pose des câbles sur les fonds, et puis les allers-retours d'un certain nombre de navires. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont, comme le dit Olivier, hein, source de bruit. Donc, j'ai en mémoire cette information qui est tombée hier, que une étude démarrait sur les effets cumulés. Je pense que on en est aux prémices peut-être de ces études sur les EMR, en France en tout cas, hein, peut-être pas dans le monde. Mais... Si je peux, le problème des cumuls, la plupart des estimations de nuisances sont sur des seuils d'émission sur des périodes brèves, de quelques millisecondes à quelques secondes ou quelques heures. Et en fait, on arrive à des nouvelles infrastructures qui vont générer du bruit pendant 24 heures, une semaine, 6 mois. Hein, donc, on parle aussi des mines sous-marines qui vont exploiter les nodules métalliques, par exemple. Ces mines vont travailler pendant des mois. Et donc, on est amené à réviser les estimations de pollution acoustique sur des mois entiers. Et ce qu'on a montré sur des travaux pour ce genre d'estimation avec la DCNS, par exemple, c'est que les volumes pollués par ces activités étaient multipliés par 10 quand on passait sur une mesure de 24 heures à une semaine. Et donc, il faut considérer certes l'intensité, les fréquences, mais aussi la durée d'émission, et maintenant des durées qui sont de plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc ça change beaucoup les modèles, et c'est des nouveaux modèles qu'il faut constituer. On n'a pas encore toutes les connaissances pour connaître ces impacts. Oui. Je vais juste rajouter un point. C'est pas uniquement le bruit en fait, hein, c'est l'ensemble des pressions anthropiques sur le milieu qui compte. Et donc là, on s'occupe du bruit parce que c'est la thématique de ce soir. Mais par exemple, pour les cétacés, il faut rajouter toutes les autres activités humaines qui vont les impacter. Et en fait, c'est du global. Christine Herbe l'a très bien dit dans un de ses articles. C'est en fait cette vue globale qui, jour après jour, mois après mois, va impacter les écosystèmes marins. Très bien. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, il y a un commentaire et une question qui sont liées, donc je vais les poser en bloc. Donc le commentaire, c'est que il y a une personne qui précise qu'il faudrait donc expliquer que les sons issus des bateaux à moteur de plaisance et des jet skis ont un impact important sur les poissons côtiers. Donc visiblement, il y aurait des études australiennes qui ont démontré cela, et notamment la reproduction des poissons. Et la question qui est liée et qui a été posée par une autre personne, c'est à quand une réglementation justement des bateaux de plaisance, des jet skis, ce genre de voilà. Alors l'impact des, alors je vais pas me prononcer sur la réglementation parce qu'effectivement voilà, je ne sais pas si cette réglementation verra le jour, même si ce serait extrêmement positif, mais c'est pas, effectivement, il y a des études qui ont notamment été faites en France et en Europe sur les impacts des bateaux de plaisance sur les animaux marins, notamment, et ça a commencé déjà il y a plusieurs années, hein, notamment en 1992, il y avait déjà une première étude qui avait été sortie, qui étudiait les effets des bateaux de plaisance sur les grands dauphins, et qui démontrait déjà qu'ils étaient dérangés par le trafic nautique à partir du moment où le bateau s'approchait à plus de 130, entre une centaine et 300 mètres. Et il y a des études plus récentes, notamment en 2019, qui a été fait au Danemark, qui étudiait les effets des bateaux de plaisance en zone côtière, qui avait notamment un impact sur du coup une des espèces phares qui se situe dans cette zone-là, donc les marsouins communs. Donc il y avait vraiment des réponses comportementales qui étaient observées chez ces animaux qui étaient très négatives, hein, avec évidemment un phénomène de fuite. Donc voilà, c'est effectivement une grosse problématique, et on espère que les réglementations vont arriver, vont suivre, pour pouvoir réduire en tout cas l'impact du bruit créé par ces nombreux bateaux de plaisance, et puis y compris les jet skis. Si je peux juste rajouter un commentaire, en fait, il y a deux choses supplémentaires. Premièrement, les régulations
régulation pour les 10 prochaines années. Donc ça, on va pas pouvoir y échapper. Par contre, effectivement, il va falloir peut-être se coordonner, c'est-à-dire qu'il y a peut-être probablement des sons qui sont plus impactants que d'autres par leur intensité, par leur fréquence, etc. Donc, je ne sais pas si les jet skis, par exemple, sont plus impactants des supertankers. Ça faudrait en discuter, ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a différentes espèces de cétacés. Là, je parle que des cétacés, hein, d'accord? 89 espèces, et dans les 89 espèces, elles vont pas avoir les mêmes réactions. Donc, c'est compliqué de généraliser. Il y a des espèces qui sont dites peureuses, ou en tous les cas qui sont qui s'éloignent assez facilement des bateaux. Et donc, effectivement, là, dans ce cas-là, s'il y a des bateaux partout, elles vont plus savoir où aller. Et puis, il y a d'autres cétacés qui sont plutôt en interaction positive, qui viennent au bateau. D'accord? C'est ce qu'on voit avec les grands dauphins, par exemple, qui viennent assez vite aux grands bateaux, même les globicéphales, même les orques, par exemple. Il y a des orques qui sont rapprochés d'un voilier au Portugal et ils ont pris peur. Donc, on voit bien qu'il y a des choses à faire. Donc, moi, je pense que voilà, ma réponse, c'est il faut faire attention aux généralisations parce que tous les cétacés dans les régulations à des régulations sur d'urgence dans ceux qui font le plus de bruit. Et c'est vrai, merci beaucoup d'avoir précisé. Oui. C'est effectivement pas la source de bruit, la source principale, on va dire, de bruit sous-marin, donc pas forcément l'urgence numéro 1, même si elle est impactante. D'accord, donc merci beaucoup. Donc on a une question relative à la crise sanitaire, donc avec la crise liée à la Covid-19. Le trafic maritime a énormément été réduit. Est-ce qu'on a une idée de la vitesse à laquelle les cétacés ont repris une vie normale, entre guillemets? Alors Hervé. J'ai eu la chance d'être en mer pendant le premier confinement. Sur 80% de la durée du premier confinement, on a fait des mesures en mer des niveaux de bruit, en hauturier et en côtier. Donc en côtier jusqu'à 5000, 8000 des côtes, il y a eu une baisse considérable de l'ordre de 9 décibels par rapport aux mesures qu'on a faites au même endroit avant le confinement. Par contre, en hauturier, il y a très peu de baisse, 2 dB, pas plus. En fait, les grands tankers, les grands ferries qui nous ont nourris pendant le confinement continuaient de voyager. Et le résultat sur les mammifères marins, pour ce qui est des animaux hauturiers, il y a eu peu d'effets. Pour l'instant, on n'a pas de preuves statistiques qu'il y avait plus de grands mammifères marins auprès des côtes. Par contre, on a remarqué des comportements de grands dauphins qui sont côtiers, qui étaient atypiques. Voilà, mais c'est assez anecdotique. Sur une seule mission Océano, durant quelques semaines, on peut tirer très peu de preuves statistiques sur les phénomènes. Alors, je pense qu'on va récolter au fur et à mesure des rencontres, récolter de plus en plus d'observations. Ça continue, on continue d'avoir des témoignages. Et d'ici quelques mois, on aura des effets statistiques, je pense, Olivier, de ce phénomène. Et on vit une seconde époque de confinement avec encore peu de trafic nautique côtier. Donc ça continue. Il va falloir être un peu patient pour savoir s'il y a des phénomènes. Par contre, il y a des reproductions qu'on attend plus nombreuses dues à l'affaiblissement du bruit. Et on pourrait voir plus de naissances au printemps. On espère, n'est-ce pas, Olivier? Alors, deux choses. Quand dans le documentaire qu'on a vu, on parle beaucoup des essais militaires. En fait, l'histoire a commencé en 96 avec des échouages. Il y avait l'OTAN qui faisait des essais militaires avec les nouveaux sonars qui impactaient très fort certaines espèces de cétacés, pas toutes, des baleines bec en l'occurrence. 96 échouages, 98 échouages, 2000 échouages, 2002 échouages, c'est tous les 2 ans, 2004 échouages. Et là, ça a un peu sensibilisé la communauté scientifique. Donc, on a essayé de comprendre ce qui se passait. Et ce qu'on comprenait pas, c'est pourquoi certaines espèces en fait, étaient là. Par exemple, les cachalots étaient là et n'allaient pas s'échouer. Bon, c'est des choses qui étaient un peu étonnantes, quoi. Ils étaient soumis au même type de bruit. Et puis, en 2006, il y a eu la conférence ASA, donc la Society of America d'acoustique. Et Michel André a fait une page dans Le Monde. Michel André, c'est un chercheur à Barcelone. Il a fait une page dans Le Monde en disant « J'accuse les militaires d'utiliser les sonars qui font échouer les cétacés ». Et c'était la première fois qu'on commençait à se dire « Bon, finalement, on va peut-être pas trouver tout de suite l'explication réelle de ces impacts-là, mais par contre, on est capable de les observer. Donc, on peut dire quels sont les sons qui vont impacter. »
Et là, cette année, 2020, quelque chose d'énorme, c'est qu'on vient de s'apercevoir qu'en fait, quand on fait pas de bruit, eh ben, on voit que ça impacte plus les cétacés, qu'il y a des cétacés qui reviennent proches des côtes, etc. Et donc, c'est un petit peu l'inverse de ce qui s'est passé dans les années 90. Là, on a une chance, et c'est bien, parce qu'il n'y a pas d'observateurs. Il y a des observatoires actuellement. C'est-à-dire, il y a des hydrophones qui sont mouillés. Hervé en met en Méditerranée, mais il y en a aussi, il en met aussi aux Antilles, il en met aussi, enfin, il participe au truc à Seattle, etc., sur les orques. Et à Vancouver, je veux dire, sur les orques. Et donc, ça, c'est hyper important, parce que maintenant, avec ces hydrophones, on est capable de faire des mesures et de mieux se rendre compte de ce qui se passe. Et par exemple, sur les orques, le truc qui est juste incroyable, c'est de se dire que quand il y avait du bruit, les cétacés arrêtaient, par exemple, leur activité. C'est-à-dire qu'ils stoppaient, s'ils étaient dans un action sociale ou en train de manger, ils stoppaient leur activité. Après, le deuxième truc qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, ils remontaient à la surface. Troisième truc qu'on s'est aperçu, c'est que certaines cétacés, comme les baleines à bosse, par exemple, s'éloignaient de la source sonore. Et là, ce qu'on vient de voir en 2019, c'est que maintenant, les groupes sociaux, eh ben, ils vont splitter, ils vont éclater, c'est-à-dire qu'ils vont se séparer, quoi. La question qu'on se pose, c'est combien de temps il va leur falloir pour revenir ensemble. Et ça, Hervé avait fait une très belle publi là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. On comprend de mieux en mieux ce qui est en train de se passer. Alors, merci beaucoup. Donc, avant de poursuivre les questions, je voulais juste préciser donc à l'ensemble de nos participants que dans le panneau de configuration, vous avez également 3 documents que vous pouvez donc télécharger, qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à les voir. Et notamment, vous avez le guide de préconisation pour limiter l'impact, qui est très très intéressant et qui a donc été fait par alors arrêtez-moi si j'ai des bêtises, mais qui a été donc c'est une commande du ministère et qui a été coordonnée par Nereis Environnement, si je me trompe pas. Donc on va passer à la question suivante. Est-ce qu'il existe des solutions pour réduire l'impact sonore des forages pétroliers, de l'installation d'éoliennes, etc. Est-ce que des solutions ça existe finalement? Alors, dans le film Solixis, ce qui est génial, c'est qu'à la fin du film, il vous donne les solutions. Moi, la première fois que j'ai vu le film, parce que je l'ai vu au moins 15 fois, mais la première fois que j'ai vu le film, j'avais pas fait tellement attention à la fin, alors que la fin, en fait, il reprend les 3 grands types de sons, c'est-à-dire trafic maritime, sonar militaire et prospection pétrolière, et il donne les solutions. Alors, tout n'est pas fini, parce que, évidemment, les ingénieurs doivent continuer à travailler, etc. Mais il y a des pistes qui sont avancées, et ça va dans le bon sens. Donc, les solutions, Olivier, réduire la vitesse du trafic. C'est une solution sur le trafic. Mettre des rideaux de bulles, c'est en train d'être de plus en plus maîtrisé autour des infrastructures des chantiers. Donc, on parle des chantiers de peeling, drilling, tout ce qui permet de construire des routes offshore ou des barges. Et encore, qu'est-ce qu'on a, Olivier, comme oui, non, mais tu as raison. En fait, il y a des solutions qui sont déjà utilisées. Hein, et le rideau de bulles, par exemple, sur les chantiers, de dragage, c'est mis en place. Après, est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est déjà bien. Il faut toujours faire quelque chose. Hein. Le pire, ce serait de ne rien faire. Après, on va améliorer les méthodes. On n'a pas comme ça au premier coup la bonne méthode. On les met en place. Par exemple, sur le trafic maritime, le fait d'avoir des hélices qui ont un meilleur rendement, les militaires les utilisent et pas le trafic maritime. Moi, j'ai fait exactement la même constatation qui a été dite par Sof Hall dans le film, c'est que les moteurs des supertankers, ils étaient posés sans fil en bloc directement sur la coque. Alors, la coque en fer, elle va rayonner du son comme nulle part. Donc, il y a des choses tout simples. Et les premières éoliennes qui ont été posées, pareil. Les rotors étaient mis sans fil en bloc. Maintenant, il y a des amortisseurs qui évitent que la vibration passe dans le mât de l'éolienne. Donc, on va tout doucement, on trouve des solutions et progressivement contribue à faire quelque chose pour éviter que le son s'amplifie. On peut compléter aussi, on peut dire que, en fait, au-delà des solutions techniques qui visent en fait soit à annuler le bruit, soit à réduire sa propagation, soit à l'arrivée à protéger la source. On peut aussi imaginer des rideaux qui protègent l'arrivée du son sur les animaux. Il y a aussi quelque chose de plus grande envergure qui est ce qu'on fait un peu quand on fait des aires marines protégées, c'est-à-dire l'idée de créer dans les océans des zones de protection des mammifères dans lesquelles on va mettre en place une régulation, une réglementation, peut-être des bateaux
ayant réduit leur vitesse, voire d'autres mesures de régulation. Peut-être qu'on pourrait interdire à terme dans ces grandes zones un certain type d'activités de loisirs qui sont très bruyantes ou des choses comme ça. Bon, il y a plusieurs approches possibles pour réduire le bruit selon qu'on veut réduire un bruit continu ou selon qu'on a affaire à un bruit plus impulsif, quoi. J'ai une petite anecdote. On a rencontré un des plus gros bateaux du monde, Symphony of the Sea, un des plus gros ferries touristes, qui fait 10 000 passagers, quelque chose comme ça. Enfin, c'est une ville flottante avec 12 étages. On l'a enregistré. C'est le bateau qui a fait le moins de bruit de tous ceux qu'on a rencontrés. Pourtant, c'était le plus gros pratiquement. En fait, c'était un bateau qui venait d'être construit et qui a profité des améliorations en hydrodynamique sur les hélices, comme disait Olivier. Voilà, donc on sait faire des bateaux aujourd'hui, très peu bruyants. Par contre, quand on écoute les bateaux construits il y a quelques années, comme les ferries corses, c'est une catastrophe. Ils transportent très peu de passagers, ils font du trafic très régulier, et chaque bateau, même petit, pollue beaucoup plus que les plus gros existants aujourd'hui. Donc on peut s'interroger sur la vétusté de certains navires. C'est exactement ce qui s'est passé avec les voitures. Enfin, moi, j'avais mobilé dans les années 70. Je veux dire que ça fait plus de bruit qu'un 30 tonnes. On fait exactement les mêmes démarches. Et toutes ces régulations vont se faire au fur et à mesure. Et grâce à le gouvernement français, il est moteur sur ce point, sur les bruits dans les océans. Donc, ça va se faire. Pour ajouter sur ce qui a été dit sur la maintenance des navires, ce qui est très important, c'est effectivement de savoir déjà repérer les navires les plus bruyants par rapport dans la flotte, puisque aujourd'hui il est admis que c'est seulement 10% de la flotte mondiale globale qui fait 90% du bruit, on va dire. La majorité du bruit est produit par 70% de la flotte. Donc ce qui est vraiment important, c'est vraiment d'abord de cibler les qui sont les plus bruyants pour pouvoir leur faire des travaux de rénovation sur ces navires. Et ça a notamment été réalisé par la compagnie de transport maritime Maersk Line, qui est une des plus grosses compagnies de transport mondial, qui a fait des travaux de rénovation sur une centaine environ de ces porte-conteneurs. Et alors à la base, c'était pour améliorer leur rendement énergétique, pour qu'ils émettent moins de gaz à effet de serre. Et en fait, ça a eu des effets surprises sur le bruit. Et effectivement, ça a nettement réduit leur signature sonore, on va dire. Donc, du coup, c'est effectivement une des recommandations à faire pour réduire le bruit, c'est de cibler les navires les plus bruyants et de rénover ces navires pour pouvoir améliorer le rendement de la coque, de l'hélice et de tous les endroits du navire qui sont les plus bruyants. Les innovations vont dans le bon sens. Et en plus, maintenant, arrivent à la tête de grandes entreprises des gens qui ont une responsabilité environnementale. Donc, en fait, ça va peut-être prendre du temps, mais il y a des choses à faire qui sont mises en place. Et d'ailleurs, voilà, il y a des choses qui sont, quoi. Il y a des très beaux travaux. Maintenant, il y a des gens qui écoutent, comme Hervé, par exemple, et du coup, on sait ce qui se passe et on peut le mesurer. Et donc, on peut donner des indicateurs sur l'évolution. Comme on l'a fait dans les villes. Dans les villes, on a mis des micros et on a enregistré le bruit. Il y a une époque, je ne sais pas si ça se fait encore, mais on avait les grandes rues de Paris, soit vert, soit rouge, en fonction du bruit qu'il y avait, et on appelait ça le confort auditif. Et c'est exactement ce qui va se passer dans les océans. Le port de Vancouver a mis des hydrophones devant son port et enregistre les bateaux. Et si les bateaux sont en dessous du seuil que le patron du port a lui-même fixé, et ben ils payent 50% moins cher leur place au port. Voilà. C'est effectivement une des autres recommandations. Je fais très vite. C'est effectivement une des autres recommandations que nous on porte, c'est aussi d'introduire des programmes incitatifs pour les navires les plus silencieux. Et donc c'est ce qu'Olivier vient de mentionner. Le port de Vancouver est le véritable fer de lance sur ce sujet, puisqu'ils ont lancé depuis 2017 le programme Éco-Action, qui permet aux navires les plus silencieux d'obtenir des réductions de taxes portuaires. Donc, c'est effectivement une super idée qui pourrait être reprise dans les ports européens et pourquoi pas des ports français. Mais ça surprend personne. Hein, c'est ce qu'on fait avec nos voitures. Donc, tout le monde le fait. Hein. Et du coup, donc,
Olivier et Aurore, vous avez parlé donc de mesures incitatives, et Olivier, je vous entendais aussi parler de régulation dans une de vos précédentes réponses. Alors, on a une question qui veut compléter un peu ça, puisqu'il y a une question par rapport aux sanctions. Il y a aujourd'hui des sanctions pour certaines pollutions marines, notamment pétrolières. Est-ce que de la même façon, il y a aujourd'hui des sanctions pour la pollution sonore? À ma connaissance. Non, je crois pas. Enfin, c'est sous contrôle des gens qui écoutent, peut-être, qui sont en charge de ça, de la réglementation. À ma connaissance, il n'y en a pas, sauf éventuellement, peut-être pour sur la base de réglementation de l'OMI, mais sur la question du bruit, je ne pense pas qu'il y ait de sanctions. Alors, en fait, il y a des demandes d'autorisation pour faire du bruit. Donc, à partir du moment où on a une activité qui va générer du bruit, on doit faire une demande de dérogation. Et donc, par exemple, le ministère ou l'ADREAL local peuvent émettre des avis négatifs. Donc ça, c'est pas une sanction, mais en tous les cas, ça incite les gens à faire attention, c'est-à-dire à mesurer, à imaginer quels seraient les impacts qu'ils vont faire, et puis 2, à mettre en place des choses qui vont minimiser ces impacts. Mais c'est vrai que les sanctions pourraient être envisagées à l'avenir. Hein. Comme nous, si on fait trop de bruit dans Paris, on se prend une amende. Je sais également que pour la mise en place de certains chantiers, il y a quand même le fait de faire une étude d'impact environnemental qui est obligatoire. Donc, je pense que c'est un chantier sous-marin. J'imagine qu'il y a quand même dans ces études d'impact environnemental, ils envisagent le bruit. Donc, bon, ça peut éventuellement participer à ça, mais le fait de ne pas faire d'études d'impact environnemental pourrait éventuellement être sanctionné. Mais à part ça, il ne me semble pas qu'il y ait, pour le moment en tout cas, de sanctions pour le fait d'avoir fait beaucoup de bruit ou pas. D'accord. Donc, il reste des discours de certains qui vont pas encore dans le bon sens. D'accord. Il y en a qui disent, par exemple, certains représentants de l'OMI, par exemple, qui disent bon, on a d'autres problèmes que les problèmes environnementaux. Ils parlent de sécurité, par exemple. Mais ça, ce discours-là, ils vont pas tenir très longtemps. D'accord. Là, on est en 2020, là. Enfin, bientôt 2021, donc ça change. Une autre question, donc le sujet du bruit sous-marin fait-il l'objet d'attention dans le cadre des négociations internationales sur BBNJ? Donc je rappelle pour les participants que ces négociations concernent la biodiversité marine des zones qui sont hors de juridiction nationale. Si j'ai bonne mémoire, le sujet BBNJ, il porte plus quand même sur la question notamment, mais pas que, de déterminer, de pouvoir définir en haute mer des grandes aires marines protégées, ce qui veut dire qu'on englobe l'ensemble des questions de bon état écologique, quoi. Mais pas spécifiquement. À mon avis, la négociation porte pas sur un point spécifique de bruit sous-marin. Bon, je fais peut-être une erreur puisque je ne fais pas partie de ces négociations, mais j'ai jamais entendu parler dans les discussions sur BBNJ du point spécifique du bruit sous-marin. C'est quelque chose de plus vaste et qui est la recherche de régulation d'un bien commun qui est l'océan en zone internationale, quoi. La régulation des activités, des usages et notamment la possibilité de aussi répartir, les bénéfices qu'on peut tirer des ressources en haute mer, des choses comme ça. Mais à ma connaissance, ça ne traite pas spécifiquement des bruits sous-marins. À ma connaissance, le bruit sous-marin au niveau des négociations internationales, c'est majoritairement traité au niveau de l'OMI. Oui, c'est ça. International. Ils en parlent également aussi au sein des Nations Unies et puis au sein aussi de la Commission bâtonnière internationale. Mais sinon, à part ça... C'est un descripteur de la directive européenne sur le bon état écologique. Bien sûr, oui. Voilà. Mais sinon, effectivement... Sur la haute mer, on démarre, donc on commence pas forcément par ce sujet qui est un sujet hyper important, hein, c'est pour ça qu'on en parle ce soir, mais qui est pas le sujet, c'est pas un sujet ombrelle, je veux dire, hein, c'est pas un sujet général, global, systémique. C'est un point particulier, comme le disait Olivier tout à l'heure, des critères de bon état du milieu. D'accord, donc on va passer à la question suivante.
Donc, à la fin du film, une des solutions proposées était de changer les routes de trafic maritime des navires commerciaux pour éviter donc les routes migratoires des baleines. Mais finalement, vu que le son se propage très loin dans l'océan, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de changer les routes, ou est-ce que le son impactera quand même les cétacés? Alors, ça, c'est une très bonne question. Déjà, la réponse, c'est de faire quelque chose, c'est important, hein. Par exemple, il y a des routes déjà de navigation qui ont été changées pour minimiser le risque de collision. Donc là, on ne parle pas de bruit, on parle de collision, mais peut-être que les collisions arrivent à cause du bruit. Donc, on peut essayer de tout mettre dans la même partie. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec des très, très, très beaux travaux du Stellwagen Bank Sanctuary, par exemple, à côté de Boston, et aussi à d'autres endroits, pour justement faire attention. De changer des routes ou de mettre des routes ou d'interdire des zones, parce que ce sont des zones de nourrissage ou des zones de reproduction, ça me semble aller dans le bon sens. Parce que si vous faites passer un bateau à 40 km de la zone, bah, au moins il ne passe pas en plein milieu de la zone. Donc c'est des choses qui vont dans le bon sens. Et comme disait Hervé, on peut aussi imaginer une réduction de vitesse à l'approche de cette zone-là. Voilà, il y a des choses qui vont se combiner pour se mettre en place et être le plus efficace possible. Alors, pour compléter, on peut estimer la présence de cétacés en temps réel. Aujourd'hui, les technologies le permettent avec des bouées qui écoutent et qui peuvent transmettre de l'information vers des centres de décision. Et donc, ces centres peuvent à leur tour transmettre l'information au bateau ou des programmes de coordination entre les bateaux comme le programme REPSET. Donc, on peut adapter le trafic en fonction de connaissances temps réel de présence de cétacés. C'est pas toujours suivi d'effet, c'est-à-dire que Clark avait un programme sur la baleine franche avec ses bouées, il n'a jamais pu faire ralentir ou dévier les bateaux malgré le fait qu'il démontrait la présence de ces baleines sur le trafic. Et ça, pour des raisons économiques, les bateaux ne cherchent pas forcément à réduire leur vitesse parce que ça leur coûte cher. Donc, il faut légiférer pour en plus pénaliser les bateaux qui suivraient pas les indications. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on essaye d'avoir des programmes qui permettent de prévenir de la présence de cétacés jour et nuit, H24. Et après, on verra si les législations suivent. Eh bien, donc on a plusieurs questions sur les dispositifs répulsifs qu'utilisent les pêcheurs, mais aussi les bateaux de course au large. Est-ce que ces systèmes répulsifs ont un impact, et quel est le compromis à trouver entre la nuisance sonore et la limitation des prises collatérales? Est-ce que vous avez des avis sur cette question? Alors, il y a plusieurs réponses, hein. Ça va être compliqué là. C'est un dossier qui est un peu compliqué. Là, si on a jusqu'à minuit, je pense qu'on est bon pour avoir 2-3 informations sur le dossier, quoi. La première chose, c'est que il va y avoir, alors les pingers, donc les répulsifs, en fait, ce sont des émetteurs acoustiques, hein, c'est des klaxons, d'accord? Vous mettez un klaxon dans votre voiture et puis vous klaxonnez en non-stop pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui traverse au moment où vous arrivez. Donc ça, c'est très bien comme idée, parce que l'idée dans les voitures électriques qui font pas de bruit, c'est que finalement, on va peut-être obligé de rajouter du bruit pour que les gens puissent le voir. Bon. Donc l'idée n'est pas totalement aberrante, d'accord? Et le fait de rajouter du bruit pour éviter la mort, bah, c'est quand même mieux que de rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on essaie, voilà, bon, donc ça va dans le bon sens. Le problème qui se pose, c'est qu'on va avoir 89 espèces de cétacés qui vont toutes avoir des réactions différentes par rapport au bruit qu'on va leur proposer. Donc du coup, on voit apparaître sur le marché différents klaxons en fonction de l'espèce que l'on a envie d'écarter soit des filets, par exemple, ou des routes de bateaux de course. Alors attention, c'est deux dossiers qui n'ont rien à voir, hein, d'accord? Les bateaux de course qui sont larges n'ont rien à proposer aux cétacés. Ils ne leur donnent pas à manger ni rien. Donc, du coup, l'interaction que ces bateaux peuvent avoir sur les cétacés et le fait qu'il y ait des collisions, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe sur dans les filets de pêche ou sur les filets de pêche. D'accord? C'est deux dossiers différents. Là, on peut faire deux thématiques, on peut faire deux groupes de travail tout de suite sur deux thématiques différentes. Ça, c'est vous qui voyez. Par contre, donc, je reviens sur les répulsifs. Il y a des espèces sur lesquelles ça marche et il y a des espèces sur lesquelles ça ne marche pas. Depuis les années 2000, il y a des publications récurrentes sur des essais, parce que ce qui se passe, c'est qu'on met des outils au point et après, on essaye d'évaluer leur efficacité. Et quand on regarde les
les articles qui sont dans les revues scientifiques. Moi, je me base que sur cela. Peut-être qu'il y a d'autres études qui ont été faites par les constructeurs de pingers. Et ben dans les articles qu'on peut lire, et ben c'est controversé parce qu'une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ça marche sur telle espèce et puis ça marche pas 3 mois après. Donc voilà, on est en l'occurrence en ce moment encore dans une phase de recherche. Et d'ailleurs, la France est aussi moteur sur ce projet-là, puisqu'ils mettent de l'argent pour essayer de trouver un outil un peu plus efficace, en tout cas plus efficace que ce qui se passe en ce moment, notamment sur les pêches. On sait notamment qu'il y a une énorme problématique au sein du golfe de Gascogne, hein, et comme le disait Olivier, malheureusement, les pingers n'ont pas autant d'efficacité sur certaines espèces, et c'est notamment, il me semble, le cas des dauphins communs, qui sont une espèce assez curieuse et qui, en fait, ont plutôt tendance à associer le son du pinger à une sorte de sonnette annonçant le dîner, et donc vont potentiellement peuvent être en fait acoustiquement attirés, peuvent devenir attirés par ces pingers. Alors, je vois Hervé qui bah ouais. qui dément, mais voilà, ils apprennent. Non, je dis oui. Je dis oui. Pardon, je disais oui. Oui. Ah, tu disais oui. Oui, je bouge, mais je dis oui. Ils apprennent, ils apprennent. C'est pour dire. Aurore, juste pour te dire, je peux te raconter l'histoire. C'est Lucille Rossi, qui était maître de conf en Corse, à l'université de Corte, qui fait une manip avec des pêcheurs au large de la Corse, donc probablement des amis à elle, et elle utilise, et elle veut, donc il y a de la déprédation, c'est-à-dire qu'il y a des grands dauphins qui viennent à chaque fois vers les pêcheurs pour prendre un peu la nourriture, et donc elle teste des pingers. Et elle teste des pingers, et dans son article, je crois que ça devait être 2004, 2003, 2004 de mémoire, ou 2006, je ne sais plus, 2004, entre 2004 et 2006, elle voit qu'en fait, les résultats qu'elle a sont très loin de ce qui est écrit quand on achète les pingers. Alors en gros, c'est pas des répulsifs. Et elle fait une publi où elle marque ring bell, donc la cloche qu'on sonne pour manger. Et ça a fait le tour du monde, ce ring bell. Je peux dire que son article, il a cartonné à cause. C'est ça. Donc en fait, les pingers sont pas forcément, en fait, mine de rien, la solution pour réduire malheureusement les prises accidentelles de mammifères dans les filets de pêche. Ce qui est dommage, entre guillemets, c'est que les dauphins qui sont pris dans les filets ne s'en sortent pas, ils n'apprennent pas aux autres que c'est dangereux. Donc il n'y a pas d'apprentissage sur le danger des filets. Une fois qu'ils sont pris, ils n'ont pas le temps de témoigner, quoi. Voilà. Sinon, ils pourraient témoigner et il y aurait un feedback. Je pense que l'idée, c'est qu'en fait, ce sont les cétacés intelligents. Et du coup, ils ont la possibilité de comprendre ce qui va se passer. Et donc, il y a des moyens, il y a des moyens de travailler sur cette question-là. Si les pêcheurs sont motivés pour le faire, ça peut aller dans le bon sens. Donc effectivement, non seulement ça n'a pas forcément les effets escomptés, mais en plus c'est une introduction d'une source de bruit supplémentaire dans l'environnement marin. Donc c'est pas forcément la solution numéro 1 qui est mise en avant pour réduire les effets du bycatch, des prises accidentelles de mammifères marins dans les filets de pêche. Merci. Donc, il nous reste des dizaines de questions qu'on ne pourra malheureusement pas toutes poser ce soir puisqu'on approche bientôt de 22 heures. Je vous propose qu'on dépasse de 5 ou 10 minutes. On n'est pas fatigué. Écoutez, ceux qui veulent rester, restent, puisqu'on a encore pas mal de questions, mais je vous propose quand même qu'on ne dépasse pas trop parce qu'on essaye toujours de tenir nos horaires. Donc, je vais poser encore deux groupes de questions que je vais essayer de regrouper ensemble. Est-ce que les bruits sous-marins peuvent expliquer des comportements anormaux des cétacés, comme certaines attaques qui ont été médiatisées cet été, par exemple, à plusieurs endroits? Est-ce qu'il y a des études qui montrent les corrélations entre ces deux phénomènes? Si vous faites référence aux orques là, qui sont montrés un peu proches de certains bateaux touristes ou pêche au large du Portugal, il semblerait que c'est plutôt un problème de compétition entre les pêcheurs qui prennent la même ressource que ces orques. Moins dû sûrement à du bruit, hein, plus une compétition sur la ressource qui est de plus en plus rare. Ensuite, Olivier, tu as d'autres... Oui, en fait, ce qui se passe, c'est je vais vous donner un secret, c'est que le groupe qui travaille sur les comportements
le consortium, Behavioral Consortium, qui est donc un consortium qui regroupe plusieurs laboratoires qui travaillent sur le comportement, il date de 2010. Hein, donc on n'est quand même pas, c'est assez récent, on va dire. Hein, donc on va y aller progressivement. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé quelles étaient les réactions des cétacés lorsqu'ils étaient soumis à certains types de sons. Donc des sons de sonar, en l'occurrence, des sons de bateau, des sons d'orques. Donc ils ont diffusé des sons d'orques, par exemple, à des globicéphales, à des cachalots, à des baleines à bosse. On est loin d'avoir checké toutes les 89 espèces de cétacés, mais en tout cas, ça va dans le bon sens, on avance. D'accord. Alors après, de dire est-ce qu'on va créer de la férocité ou de la cruauté chez les cétacés, je pense qu'on y va un petit peu loin. On a d'autres moyens de les rendre nerveux. Eh bien, une autre question. Donc, il y a des sujets qui sont très médiatisés depuis quelques années, notamment la pollution plastique. Tous les médias, les ONG, tout le monde s'est approprié cette thématique-là. Pourquoi finalement il n'y a pas une même appropriation de ce sujet? Et la personne qui pose la question dit pourquoi c'est passé sous silence, hein, et pourquoi voilà, plus d'acteurs ne se sont pas appropriés cette thématique qui semble plus simple. Enfin, je ne sais pas si elle est vraiment plus simple, mais voilà. C'est la question telle qu'elle est posée. Voilà. Pourquoi pas une même médiatisation de ce sujet au regard d'autres pollutions comme la pollution plastique? Moi, très rapidement, je pense que c'est un phénomène qui est un peu lointain par rapport à notre perception, parce qu'on parle aussi de sons, infrasons et ultrasons qu'on ne perçoit pas, donc c'est une pollution invisible. C'est aussi une pollution qui a cette qualité de disparaître dès qu'on arrête l'émetteur, et donc c'est des phénomènes transitoires, parfois qu'on ne perçoit pas, donc c'est un caractère invisible alors que le plastique est omniprésent. Sinon, vous avez d'autres idées sûrement? C'est ce que j'allais dire également, c'est que c'est une menace qui est invisible, c'est insidieux, on la voit pas et en plus on n'est pas forcément confronté à cette pollution nous-mêmes sur Terre. C'est-à-dire qu'on vit pas dans l'environnement marin, donc on ne peut pas forcément être au courant. Alors je sais que certains plongeurs l'ont vécu et m'ont fait le témoignage qu'effectivement eux le vivaient, cette pollution des gros cargos, etc., qu'ils entendaient passer et que quand ils plongeaient, ils entendaient le bruit, ça les gênait. Alors imaginez en plus ce que ça peut faire aux animaux marins qui ont une perception du son bien plus évoluée que la nôtre. Mais du coup, je pense que c'est aussi pour ça, c'est que c'est une menace qu'on ne peut pas forcément comprendre et appréhender nous en tant qu'êtres humains, puisqu'on ne se base pas principalement sur l'ouïe pour survivre, comme ça peut être le cas des mammifères, enfin des animaux marins. Et j'aurais aussi peut-être envie d'avancer l'hypothèse que, à mon avis, ces grands sujets qui font la une des médias, etc., comme c'est le cas de la pollution plastique depuis plusieurs années maintenant, à mon avis, il y a une question de mode aussi. Il y a des modes qui passent et je pense qu'à mon avis, la pollution plastique a été vraiment mise en avant puisque ça parlait à l'ensemble de la population. Il y a eu une sorte d'engouement qui s'est pris pour justement réduire cette pollution plastique. Il n'y a plus qu'à espérer qu'effectivement ce soit bientôt le cas de la pollution sonore. Alors moi, je vois quand même des effets encourageants, parce que pour ma part, ça fait maintenant 3 ans que je travaille sur ce sujet, et j'ai vu une augmentation considérable de l'intérêt des médias, notamment des événements qui sont organisés pour parler de cette problématique. Donc je pense que ça va dans le bon sens et qu'on en parle de plus en plus, et que c'est un sujet qui est de plus en plus, dont se saisit de plus en plus de personnes. Et voilà, les gouvernements deviennent de plus en plus actifs sur le sujet, notamment le gouvernement français, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, ça reste assez positif, je pense. On va dans le bon sens en tout cas. C'est vrai aussi que je pense qu'on peut dire qu'il y a quand même un effet de responsabilité collective dans la question du plastique lié à nos modes de production et de consommation. On est dans un système généralisé, global, auquel chacun de nous peut se raccrocher. En fait, on est tous plus ou moins à un degré ou à un autre responsables de ces questions de pollution plastique dans nos manières de vivre. La question du bruit sous-marin, elle est peut-être moins facile à rapprocher de chacun de nos comportements. Les sources, enfin, tout le monde n'est pas responsable de l'émission de bruit sous-marin, je dirais. Donc, c'est peut-être plus compliqué globalement de faire le lien et de mobiliser ou
de sensibiliser tout le monde sur le sujet, même si symboliquement, effectivement, les impacts sur les mammifères, c'est quelque chose qui culturellement nous touche évidemment, hein, puisque il y a une symbolique qui est très forte, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a quand même une différence de problématiques en termes de responsabilité à la source, quoi, et je veux dire, on peut peut-être plus souvent rapprocher la question des émissions, enfin du bruit sous-marin, à des émetteurs liés à des activités plutôt industrielles que de l'ensemble de la population. Même si, avec la plaisance, les sports nautiques, les loisirs, le tourisme littoral et tout, on peut maintenant peut-être, ça concerne de plus en plus de monde, mais il y a quand même des différences. Et puis c'est peut-être un sujet aussi qui a émergé, comme le disait Hervé, plus tardivement, parce que on en a pris conscience aussi très tardivement. Enfin, c'est récent qu'on s'occupe aussi des océans, y compris au ministère. Hein, je veux dire, ça n'a pas 40 ans. Hein. On s'est d'abord occupé du terrestre avant de s'occuper de l'océan. Et donc, les problématiques liées à l'océan, elles émergent progressivement, comme celles liées au terrestre ont émergé progressivement, quoi. Il y a aussi le fait qu'on est sorti de la guerre froide et que la guerre froide bloquait un petit peu toutes les recherches acoustiques sous-marines. Parce que c'était un terrain de guerre froide. Ouais. Donc, le mur de Berlin qui tombe nous permet maintenant d'écouter les sons. C'est intéressant comme approche. Ah bah, c'est sûrement vrai. Ouais. Et qu'il faut rajouter qu'en 2020, on n'a jamais parlé autant de bruit. Enfin, nous, on a fait une tribune dans Le Monde avec Jérôme Seur, par exemple, sur la modification des paysages sonores, du fait qu'on était tous confinés et qu'on du coup on n'utilisait plus nos outils bruyants tous les jours. Et voilà, ça s'est fait aussi dans le milieu marin. Et du coup, on a peut-être une perception un peu plus fine de ce que c'est qu'un paysage sonore et comment on y vit à l'intérieur, quoi. Il y a même des Parisiens, on dirait, qui se sont dit, mais il n'y a plus de bruit. 2020. Très bien. Donc, je vous propose qu'on pose une dernière question avant de conclure. On laissera peut-être la parole à Cécile et à Loïc pour quelques mots de conclusion, puisqu'ils n'ont pas eu de questions destinées, ils n'ont pas eu de questions sur le guide. Donc, on leur laissera peut-être nous expliquer ce qu'ils ont pensé du film. Une dernière question. Donc, il y a aujourd'hui des solutions, donc des bateaux plus vertueux qui sont électriques, qui sont à hydrogène et qui sont beaucoup plus silencieux. En plus d'avoir d'autres intérêts pour la transition écologique. Pourquoi il n'y a pas une meilleure promotion de ces solutions? Pourquoi il n'y a pas des incitations à développer? Voilà, c'est une question qui a été posée. Comment promouvoir davantage et développer davantage ces solutions électriques et hydrogène? Ah bah, il faut plus encore taxer les carburants fossiles, c'est simple, hein. Puisqu'aujourd'hui c'est le pétrole lourd le moins cher. Certains bateaux sont même presque payés pour utiliser des pétroles lourds pour les consommer, parce que c'est une façon de s'en débarrasser. Et c'est ce qui a fait avancer les plus grands tankers de la planète, hein. Donc, il suffit de faire taxer les ressources fossiles pour que, en effet, les autres carburants, énergie soient mieux utilisés. C'est simple. Il y a quelque chose qui est vraiment assez bien dans le système capitaliste. Alors là, je vais me faire des ennemis. Et que les régulations, ça a toujours eu un impact positif sur les ventes. D'accord? Donc ça veut dire que dès qu'on a compris ce principe-là, on est capable de mettre des régulations qui vont après dans le sens qu'est-ce qu'on veut, enfin de ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut? On veut une société meilleure, on veut une société qui tient plus compte de l'environnement, plus de l'écologie. Enfin, on a des principes de base de nos sociétés. Et donc on va mettre en place des régulations. Enfin, j'espère que, enfin, on met déjà en place des régulations. J'espère que ça va aller plus loin et que après, les systèmes économiques qui sont adossés à ces régulations, et ils vont changer leur donne et pour aller à un avenir meilleur. Et là, le guide qui est fait par Mérès, c'est génial parce que, on a des observatoires acoustiques avec des gens comme Hervé, c'est-à-dire on sait ce qui se passe dans les océans, et deux, on a un guide qui nous l'explique. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour aller plus loin.
Très bien, donc Cécile, Loïc, je vais peut-être vous laisser la parole pour justement nous faire un retour rapide sur le film et puis pour nous parler un peu du guide justement, puisqu'il n'y a pas eu de questions sur ce sujet. On vous laisse donc quelques minutes pour faire un retour sur ces 2 points. Merci. Alors, tout d'abord sur le film, moi je trouve ça très intéressant qu'il y ait une prise de conscience générale sur la problématique bruit sous-marin qui a été, comme on a pu le dire, un peu occultée pendant des années et qui aujourd'hui arrive sur le devant de la scène, donc c'est une très bonne chose. Concernant le guide, rapidement, je peux vous dire que c'est un gros travail collaboratif avant tout, puisqu'on a mis pour le réaliser autour d'une table des experts en acoustique et en bioacoustique. On a travaillé notamment avec l'IFREMER, le CHOM, l'OFB, l'ENSTA Bretagne, et également des non-initiés, entre guillemets, puisque ce guide, il a pour destinataire principal les services de l'État. Donc, il était aussi important que les agents des services de l'État participent à l'élaboration de ce guide et nous expliquent un petit peu ce qu'ils attendaient de ce document. Donc, on a pu mettre pas mal de monde autour d'une table avec des buts et des problématiques différentes et c'était un travail vraiment intéressant. Donc, j'espère qu'on a réussi à en faire un document accessible et qui sera utile à tous. Donc, je rappelle que vous pouvez récupérer ce guide dans les documents qui sont présents dans votre panneau de configuration sur la droite de votre écran. Olivier, il y a un participant qui demande si vous pourriez communiquer le lien vers votre tribune dans le monde. Donc on pourra peut-être l'envoyer dans le compte-rendu. Si vous pouvez me l'envoyer, je l'ajouterai dans le compte-rendu. Donc on a dépassé de quelques minutes, mais il nous reste une vingtaine de questions. Donc on est navré pour les participants qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, mais on en a vraiment reçu beaucoup. Donc je vous invite à m'envoyer vos questions et on essaiera de les envoyer aux intervenants, notre panel d'experts. Envoyez-les au collectif, on essaiera de répondre. Envoyez-le. Oui, très bien. Je ferai une synthèse des questions et je vous enverrai les questions afin qu'on puisse éventuellement les envoyer aux participants. Du coup, le compte-rendu prendra peut-être un peu plus de temps, mais on pourra essayer de fonctionner comme ça. Donc, merci beaucoup au Fonds mondial pour la protection des animaux de nous avoir autorisé à diffuser ce film ce soir. Il y a 2-3 personnes qui ont eu des petits soucis avec le son, donc on va essayer de leur trouver une solution pour qu'ils puissent voir le film après cette projection. Merci à l'ensemble des experts ce soir qui se sont prêtés à l'exercice de répondre aux questions des participants. N'hésitez pas donc si vous avez apprécié cette soirée qui de notre côté était une réussite en termes de nombre de participants, à suivre notre page LinkedIn, notre page entreprise Respect Océan, afin qu'on vous tienne informé de nos prochaines manifestations. Donc d'autres sessions de ciné-débat sont en cours de préparation et nous avons aussi notre programme de webinaire classique que nous avons mis en place depuis 1 an maintenant, avant le confinement en mars, qui a vu le boom des événements en ligne. Voilà, donc merci à toutes et à tous. On est désolé d'avoir dépassé un peu, mais je pense qu'il y avait beaucoup d'intérêt et beaucoup de questions. Et si l'un ou l'une d'entre vous souhaite rajouter un mot de la fin rapide pour ceux qui souhaitent rester encore un peu avec nous ce soir, n'hésitez pas. Moi, je dirais qu'on a tous un rôle à jouer, hein, artistes, scientifiques, industriels, politiques. Et donc, l'idée, c'est que tout le monde se saisisse en fait de ces problématiques environnementales et que ça va aller dans le bon sens, quoi. J'aurais envie de dire, parlez-en autour de vous, faites un maximum de bruit, mais positif cette fois-ci, pour justement parler de cette problématique-là. Et plus on en parlera, plus évidemment les médias saisiront de la question et peut-être que voilà, ça entraînera des réactions en chaîne et des réglementations, notamment pour réduire la pollution sonore des océans. Et donc, consommer local, hein, parce que pourquoi les bateaux font des grands trajets? C'est parce qu'ils vous amènent des colis de très loin. On avait d'ailleurs des questions par rapport à ça. Donc, c'est bien de conclure sur cette phrase aussi. On avait des questions liées justement au consommer local. Ouais. Mieux.
Ok. Bien. Très bien, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne fin de soirée. Merci encore énormément à tout le monde, hein, puisque que ce soit du côté du panel ou des participants, il y avait beaucoup de choses intéressantes. Donc on vous dit à bientôt. Et surtout, je répète, n'hésitez pas à nous suivre pour être tenus au courant de nos prochains événements. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Ah oui, et merci à Fanny aussi, Merci. à Fanny Didou qui nous accompagne aussi sur l'ensemble de nos événements en ligne et qui nous fait des sympathiques schémas de facilitation graphique pour Il a l'air avoir top, hein. un petit peu, voilà, on vous fera passer ce schéma et l'ensemble des facilitations graphiques de tous nos événements sont en ligne sur notre site, donc vous pourrez aussi aller les voir après lorsque ce sera terminé. Voilà, donc merci Fanny pour tous ces schémas qui sont vraiment super. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir à tout le monde, merci.